Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Ça y est, le mercato est terminé depuis un petit moment. Là, on est à plus de 15 jours de la fin du mercato hivernal. Forcément, quand on parle de mercato hivernal, on ne peut que parler de l'Olympique Lyonnais, en tout cas quand on est en France, parce que c'est l'équipe qui a le plus dépensé cet hiver, avec des nombreuses recrues qui commencent déjà à faire petit à petit leur effet. On le voit notamment au classement, l'OL est beaucoup mieux, commence à respirer enfin. On va débriefer de tout ça ensemble, mais pour débriefer, qui mieux que Jordan. Salut Jordan. Salut Coco et salut Axel et Martin. Salut Axel Salut. et salut Martin. Salut tout le monde. On va tout de suite commencer par déjà faire un petit listing de ce qui s'est passé cet hiver côté lyonnais. Alors, on a eu 7 arrivées et 7 départs. Donc, il y a un petit équilibre qui a été fait. Par contre, au niveau des départs, l'OL n'en ressort pas vraiment gagnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent vraiment de sorti, enfin de gagné. Par contre, au niveau des arrivées, l'OL a énormément dépensé. Ça commence avec un gardien, Lucas Perry, c'était attendu et ça s'est concrétisé cet hiver, qui vient de Botafogo pour 3 250 000. En provenance aussi de Botafogo, donc du même club que Lucas Perry, on a eu Adrielson, le Brésilien, pour 3 580 000. On a eu également Nemanja Matic, ça a été un peu le feuilleton aussi de ce mercato hivernal, qui est arrivé en provenance de Rennes pour 2,6 millions. Aurel Mangala, aussi un milieu de terrain, qui est arrivé de Nottingham en prêt cette fois-ci avec une option d'achat de 11,7 millions, qui sera peut-être levée cet été, on ne sait pas encore. En attaquant, on a eu Gift Orban qui a déjà inscrit un but. Lui, il nous vient tout droit de la Gantoise avec 12 millions d'euros de dépensés. Tout comme un certain Malik Fofana qui vient lui aussi de la Gantoise. Et cette fois-ci, c'était 17 millions d'euros dépensés. Donc c'est le transfert le plus cher de ce mercato. Et en toute fin de mercato, avec des rebondissements incroyables. Même vraiment à la fin du mercato, le mercato À était la fin du fini. mercato, exactement. Ouais. Un jour après la fin du mercato, on a eu Saïd Benrahma qui est arrivé tout droit de West Ham en prêt avec une option d'achat qui sera de 6 millions d'euros si l'OL l'active. Côté départ, on a eu le départ libre de Rémi Rio au Paris FC. Côté défenseur, on a eu Mamadou Sarr qui est parti à Molenbeek en prêt, Laziri à Dunkerque en prêt aussi. Skelly Alvero est parti en prêt aussi au Werder, Jeffinho en prêt, Moreira, lui, son prêt a été cassé, il est retourné à Chelsea, et Kadewere prêté au FC Nantes, donc beaucoup de prêts Un nouveau en point de club. vue départ. Ouais, c'est ça, un nouveau club qui a été effectué, en tout cas les indésirables sont partis, même s'il y a forcément des petits regrets. Déjà, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, sur ces départs, ou même sur ces arrivées? En vrai, je vais commencer. Sur les départs, je pense que c'était nécessaire quand tu vois le nombre d'arrivées. Après, c'est des départs intelligents. Il y a des joueurs comme Ryu, bon, n'attendais plus trop, il est très vieillissant et il préfère aller finir sa vie à Paris, il a raison. Finir sa carrière plutôt. On t'a Quand compris, même, ouais, faut, t'as compris. ouais, faut pas abuser, hein. Après, les joueurs en prêt, je trouve que c'est bien. Mamadou Sarr, pour qu'il se développe, il aura du temps de jeu. Jeffinho, pareil, même si on sait qu'à Lyon, il était pas trop dans son élément. Là, il retourne au Brésil et en plus, ça marche bien, hein. Là, tous les joueurs qui sont partis en prêt, ça marche. Sarr, c'est bien. Laziri, du temps de jeu et Jeffinho, ça marque, c'est décisif. Après, Moreira, Chelsea qui casse le prêt. Au final, il va même pas jouer là-bas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais côté arrivé, par contre, je pense qu'après on va plus en reparler. Je vais laisser les autres donner Ouais, leur avis. on va surtout là s'attarder sur les départs. Martha, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus sur les départs de l'Olympique Lyonnais? Bon, moi je pense que la plupart de ces joueurs-là arrivaient un peu en fin de cycle. Kadewere, fin de contrat, enfin il a prolongé juste avant de repartir, mais c'était fin de contrat. Voilà, Jeffinho il a jamais réussi à s'imposer depuis qu'il est arrivé. Et moi je pense que la nouvelle direction a voulu faire ces départs qui ont été faits par l'ancienne direction sportive. Et ils comptaient pas du tout sur ces profils de joueurs, ça leur correspondait pas à leur plan. Donc je pense que ces départs étaient nécessaires pour faire de la place à justement ce que la nouvelle direction voulait mettre en place. Axel, un petit mot là-dessus? Ouais, je vais être un peu d'accord avec vous. Concrètement, Jeffinho, il s'est pas trop adapté de base, donc forcément c'était compliqué pour lui. Kadewere, c'est un peu pareil. C'est des joueurs qui étaient là pour la rotation, qui même pour la rotation, ils jouaient pas beaucoup. Donc au final, ça servait pas à grand chose. Je suis juste un peu déçu pour Moreira. C'est vrai qu'on voyait, même s'il avait des petits problèmes quand même techniques
sûrement aussi d'adaptation, je pense, dans le groupe. Il mettait quand même un peu d'envie. Après, au vu de ce qu'on a recruté, c'est vrai qu'il aurait peut-être pas eu sa place. Donc, c'est un mal pour un bien, quoi. Ouais, sur le coup, c'est sûr que ça a surpris Jefinho et Moreira parce qu'il n'y avait pas encore les arrivées de Fofana et de Benrahma, notamment qui sont à des postes équivalents. Donc ça a un peu surpris sur le coup de voir partir des joueurs comme ça qui étaient quand même assez prometteurs, notamment pour Jefinho et même Moreira qui n'avait que 19 ans au final et qui aimait l'Olympique Lyonnais au plus profond. Après, Moreira, tu pouvais pas te projeter parce que c'était un prêt sans option d'achat. On savait qu'il allait retourner à Chelsea. Oui. Donc lui, c'était vraiment pour de l'instant T. Après, recruter un joueur de 19 ans prometteur pour de l'instant T, je sais pas si c'était la meilleure solution prise Bien par sûr, l'ancienne ouais. direction. Surtout vu Même le si prix c'est un du bon prêt joueur, que ça a coûté à Lyon, hein, parce que c'était pas un prêt gratuit, ils ont dû Ouais, payer ouais, je crois, non, 2 écoutez, millions 8, un truc comme ça à Chelsea pour 6 mois, c'est cher payé quoi. Oui, puis ça a libéré un peu de masse salariale. On va rentrer dans le premier thème de cette émission. Peut-on déjà parler d'un mercato réussi pour l'Olympique Lyonnais? Quelqu'un veut commencer? Allez, Axel, vas-y, si tu veux commencer. Est-ce que pour toi, le mercato de l'OL est déjà réussi? Eh ben écoutez, moi je suis agréablement surpris par ce mercato, concrètement. J'avais beaucoup d'attentes parce que forcément, ça fait 6 mois que c'est la panade à Lyon. On n'arrive pas à gagner, on n'arrive pas à recruter. On a des problèmes avec la DNCG. Bon, du coup, on n'en avait plus et c'est pour ça qu'on a pu recruter. Mais là, pour moi, on a recruté à peu près au bon endroit. Peut-être pas en défense. C'était peut-être aussi un point d'amélioration. Après, il y a des joueurs prometteurs comme O'Brien. On a Clinton Mata qui fait quand même très bien l'affaire. Donc voilà, moi, mon coup de cœur. Parce que je l'ai vu aussi jouer en match direct au stade, c'était Matic. Je l'ai vu jouer à Marseille. Enfin, concrètement, contre Marseille, pardon. Concrètement, c'est un excellent joueur pour Lyon, je trouve, parce qu'il calme le jeu aux côtés de Cacré. Cacré qui est un peu plus explosif, qui va un peu plus dans tous les sens, qui fait parfois des pertes de balles un peu incomprises. Et là, pour le coup, Matic, lui, il arrive bien à calmer le jeu. Il a une très bonne maîtrise technique de la balle, des passes, de la vision de jeu. Et ça m'a vraiment étonné et agréablement surpris. Après, pour le coup, je mets une petite réserve encore sur les attaquants parce que forcément, il faut leur laisser un petit peu de temps d'adaptation. Et quand tu es attaquant, c'est peut-être un peu plus difficile à s'adapter que quand tu es milieu de terrain ou défenseur. Je parle notamment de Malik Fofana ou de Gift Orban. Les deux me paraissent très bons avec un énorme potentiel, en tout cas très prometteur. Après, voilà, il faut confirmer en match, il faut que ça matche avec Lacazette, il faut que ça matche aussi avec le milieu de terrain. Voilà, faut attendre. On aura les réponses et on avait déjà eu une réponse avec Gift Orban qui a mis un beau but. Donc pour l'instant, ça a l'air de bien aller quand même parce qu'on est sur 3 victoires de rang en une semaine et demie. Donc c'est plutôt pas mal. On attendra demain de voir un petit peu la feuille de match et qui aura comme nouveauté. Jordan, un mot sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que pour toi, il est déjà réussi? Alors, je tiens juste à rappeler que là, on est le 15 février, on est vraiment à la mi-février. Ça ne fait que 15 jours finalement que ce mercato est terminé. Pour moi, il l'est réussi dans le sens où est-ce que tu pouvais espérer mieux? Là, avec tes arrivées, tu as assuré du présent et tu essaies d'anticiper également sur le futur. Quand tu recrutes Benrahma, Matic, Mangala, alors que tu es 16e de Ligue 1, c'est que ton club est attirant et je pense qu'en France, il doit y avoir 3 clubs qui peuvent faire ça. Lyon, Paris qui ne sera jamais 16e et peut-être un Monaco. Mais je suis agréablement surpris. Je pense qu'il faut saluer la nouvelle direction à Lyon qui a su attirer des joueurs comme ça. Et comme Axel l'a esquissé, avec des Orban et des Fofana, là tu t'annonces un futur vraiment radieux parce que Fofana, le gars est annoncé comme un phénomène. C'est-à-dire que, et on le voit déjà, il a 18 ans. Et Orban, je trouve qu'il a une qualité qu'aujourd'hui tous les attaquants cherchent, c'est marquer, même si t'es pas sûr de toi, même si t'as pas confiance à 100%. Je me souviens, c'était une qualité que j'avais vue en Barcola il y a 1 an. Je me disais, le gars, il est jeune et il a la possibilité de finir devant les buts, mais à chaque match. Et franchement, je trouve ça c'est fou. Et c'est peut-être la meilleure qualité que doit avoir un attaquant. Et Orban, il l'a. Fofana, pareil, il sait être décisif. Et après, les autres arrivés comme les plus expérimentés, on attend de voir encore pour Benrahma qui a à peine joué une grosse mi-temps. Mangala qui, pareil, a joué 2 matchs, mais je trouve il était en maîtrise. Il s'est pas donné à 100%.
Et Matic qui, même vieillissant, est toujours aussi beau à avoir joué, d'un calme fou et d'une anticipation exceptionnelle. Martin, un mot sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'il est déjà réussi et qu'est-ce que tu penses voilà, de ces nouvelles recrues? En tout cas de ceux qui ont déjà joué. Ouais, bah pour moi, il est clairement réussi, on le voit déjà. T'as des joueurs qui ont réussi à t'apporter dès leur arrivée quelque chose en plus que t'avais pas sur la première partie de saison. Axel l'a dit, Matic, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un joueur avec autant de maîtrise au milieu de terrain. Sur les ailes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un comme Fofana qui provoquait autant et qui déséquilibrait autant l'équipe adverse. Tous les profils sont intéressants et puis de toute façon Lyon en avait besoin. Quand tu vois la première partie de saison, Lyon ne pouvait que se renforcer et puis avec les arrivées qu'ils ont réussi à faire, c'est forcément réussi parce que tu sais déjà que ça va apporter quelque chose à l'équipe, un renouveau, un nouveau souffle. Ça, même dans la concurrence, ça va faire du bien à tout le groupe. Parce que bah il y en a qui jouaient dans un fauteuil en première partie de saison, qui avait personne derrière eux, donc ils disaient bon bah même si je suis pas au top, je peux toujours être titulaire au prochain match. Là tu vois déjà que Tolisso il est quasiment plus titulaire avec l'arrivée de Matic. Je pense à Cherki aussi. Cherki aussi, ouais, on l'a vu en match de Coupe de France. Tu vois que le mec il est mis sur le banc, il a pris un petit coup quand même au moral, mais il s'est pas laissé abattre et puis ça, moi je trouve que ça marche bien. Ça tire le groupe vers le haut, donc et avec toutes les qualités que ça apporte, forcément, pour moi, le mercato est largement réussi. Corentin, avant que tu dises non, parce que je me doute, je vais quand même rajouter un dernier truc, et tu l'as bien amené, Martin. C'est vrai que là, à Lyon, il y a une profondeur de banc. Quand tu vois contre Lille, tu fais sortir, je sais plus, Orban, Fofana, Cherki, tu peux faire entrer Nuama, Lacazette, bref, t'as un gros banc. Ça, c'est un truc à Lyon, tu en parles il y a 3 mois, mais personne se dit, bon, bah si Lacazette il se pète, bon, bah il n'y a plus d'OL, voilà, c'est fini. Et bah non, ça change des aujourd'hui, Baldé, des Jeffinho et des Alvero. et même Kadewere qui était bon, mais à Lyon, sans Lacazette il y a 3 mois, c'était mort. Et là, contre Lille, sans Lacazette, bah t'as gagné 2-1. C'est ça. Après, là, je vais pas dire que c'est pas un mercato, que c'est pas un mercato pas réussi justement. Pour Attends, moi, je bois avant que tu m'énerves. Non, mais pour moi, il est forcément réussi ce mercato parce que, comme tu l'as dit, c'était inespéré de claquer autant d'argent en hiver. Surtout un mercato hivernal, c'est rare de dépenser autant d'argent. Après, c'est normal parce que ce qu'il a dépensé cet hiver, c'est ce qu'il devait dépenser cet été. Mais Bien avec sûr. la DNCG, bah, il a pas pu. Déjà, t'as été un peu miraculé parce que la DNCG t'a laissé faire ça. Bon, on reviendra en été si ils sont toujours d'accord, mais déjà, t'as dépensé autant d'argent alors que t'es relégable, c'est déjà pas mal. Maintenant, dans la question, peut-on déjà parler d'un mercato réussi? Pour moi, on peut pas encore parler d'un mercato réussi. C'est-à-dire qu'on pourra vraiment parler d'un mercato réussi quand l'OL sera officiellement maintenu, aura vraiment fait un gros parcours en Coupe de France, parce que pour l'instant c'est un beau parcours, mais on peut pas dire que c'est un gros parcours, parce que là, tu as tapé Lille et Bergerac, c'est pas non plus extraordinaire. Lille, quand même. Hein. Lille, mais un Lille qui était méconnaissable, faut pas se mentir. Un très bon Lyon, mais un très mauvais Lille qui était complètement méconnaissable de ce qu'on a vu en Ligue 1. Tu peux pas encore vraiment juger si les recrues t'apportent un truc énorme, à part Matic, qui est pour moi la seule recrue qui a un énorme impact dans le jeu et et je pense aussi dans le groupe. On voit, comme vous l'avez dit, hein, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui rassure au milieu de terrain. Et pour moi, grâce à lui, Cacré est en train de retrouver son niveau un peu de 2020, qui est juste magique. On le voit dans le jeu, dans tous les cas, c'est exceptionnel. Ce que fait Cacré, il arrive plus à se projeter vers l'avant, chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Voilà, on le sent libéré. Après, Cacré, il est toujours à double courant. On le voit contre Lille, il fait une première mi-temps mauvaise et une deuxième mi-temps phénoménale, conclue par un but. Oui, mais Mais, en somme, mais je comprends que l'apport de Matic, il est ouf, vraiment, et on le sent. Hein. Après, là où j'ai envie de te contredire, Coco, c'est que là, tu demandes quoi à Lyon? C'est de gagner des matchs. Oui. Là, pour l'instant, le point comptable, limite, la fin de saison, on veut pas y penser. Pierre Sage, il a un objectif, c'est gagner des matchs. Bah, là, ils sont sur 3 victoires d'affilée contre Marseille, Lille et Rennes. Montpellier, du coup. Non, Non, Montpellier. Ouais. Et Rennes, tu perds 3-2. Mais bon. Je sais que ça va être un débat qui va venir, mais pour moi, Lyon est déjà maintenu. Hein. Toi, tu dis il faut attendre voir la fin de saison s'ils sont maintenus. Si là, t'es pas maintenu en février. Bah, excuse-moi, mais actuellement, t'es 13e, t'as que 22 points.
ce qui est rare d'être 13e à ce moment-là avec 22 points. Ouais, mais faut T'es- regarder derrière. Bah Ouais, justement, le niveau est regarde tellement derrière. nul. Le que, niveau est c'est si bas tout faible. que si Lyon. Mais parce que Lyon était peut comment pas. il y a quelques temps? Lyon, Oui, c'était mais pas Lyon n'est plus fort plus- ce n'est plus qu'un le Metz, même. hein. C'est plus le même Lyon. Ok, c'est plus le même Lyon. Maintenant, Des fois, ils retombent dans leur travers, mais ça a changé. non, attends, Jordan, t'es à 3 points du barragiste, qui est Lorient. Ah, mais. Oui, mais parce que C'est-à-dire tu gagnes qu'en 3 un points par match, match. tu retombes dans la zone rouge. En un match. Ouais, mais je pense que les autres équipes aussi, elles vont perdre et elles vont plus perdre que Lyon. Aujourd'hui, je vois pas du tout cet effectif descendre. C'est vraiment Bah, pour moi, c'est impossible. Là, l'avantage, c'est que tu as un calendrier après qui va être assez léger, entre guillemets, parce que tu auras Metz. Bon, là, tu as Nice ce week-end qui va être compliqué. Tu auras Lens aussi dans quelques temps. On va dire que Nice et Lens, c'est les prochains, prochains gros clubs que tu dois battre absolument. Mais en Après, même temps, ouais, mais j'espère qu'à Lyon aujourd'hui, ils se disent pas ah bah ça c'est un petit club, on va y aller plus tranquille, hein, parce qu'aujourd'hui chaque match ils doivent le jouer à 100%. bien sûr. Et je pense qu'actuellement il y a cette mentalité dans l'équipe. Il y a un groupe qui s'est créé et je pense qu'ils ont changé aussi de mentalité. Les joueurs ont changé, mais la mentalité aussi. Mais tu vois, je suis pas encore convaincu de ça parce qu'on l'a pas encore vu. Oui, la mentalité a peut-être changé, mais au final, pour l'instant, t'as que des victoires. T'as pas vraiment d'une grosse claque qui te permettrait de voir si le groupe est solide ou pas, tu vois. Ouais, mais C'est-à-dire ils ont su réagir. Mais Pour moi, regarde, quand tu perds à la mi-temps contre Montpellier et que t'es très mauvais, ben derrière la réaction elle est très jolie. Hein. moi j'attends un match. C'est le match contre Metz. Il sera là-bas, hein, ça faut rien. Alors, franchement, là, comme ça, on dit comme ça, on se dit oui, bon, c'est victoire facile. Justement, là, ça va être une victoire qui va te permettre vraiment de te projeter pour un maintien acté, on va dire, face à une équipe de Metz qui doit absolument gagner. Sinon Et ils sont on enterrés. Hein. On sait que l'OL, habituellement, c'est dans l'ADN de l'OL depuis des années, ne serait-ce que depuis des dizaines d'années, on va dire depuis ouais, au moins 10 ans, on perd contre les petits. Ouais, mais ça a sait jamais pas été jouer. cette situation non plus. Il y a 3 ans, un match contre Metz, il n'avait pas autant d'importance qu'aujourd'hui. Là, tu sais que si tu perds à Et non, Metz, tu et non, mets moi, en je suis pas danger tout d'accord. un club. Il y a 3 ans, comme tu dis, un match contre Metz, ça te permettait peut-être d'accrocher un podium, d'accrocher Oui, une mais place ils y européenne. allaient tranquilles. Je pense que tu as plus peur de descendre dans la zone rouge que de perdre et peut-être redescendre 7ème. Ah putain, je suis à 3 points de la 6ème place. Après, c'est un Ouais. débat qu'on peut avoir longtemps, mais Bien sûr. Mais pour revenir après sur les recrues, Orban, on sait pas encore. Non mais, ok, il marque Moi, un il fait très penser à beau Mariano, but. un peu dans l'attitude Il y a de la devant grinta, le but quoi. ou sur le terrain, un vrai chien fou qui court partout Ah, et qui est sur chaque ballon devant. Si on a, si on a un Mariano bis, moi je suis pour. Hein. Ah Bah, oui, je bah oui. je pense qu'il a pas encore le niveau de Mariano, Ah, mais bah non. quand tu Ah, bah regardes non, son but c'est contre clair. Lille, son but il veut dire beaucoup de choses. Hein. Ah, il est magnifique. T'as Tu vois que le rarement mec, vu il a ces du- dernières il a années du des ballon, attaquants il a faire une ça. belle finition Il et est que très bon. s'il travaille, En fait, il y a un bel avenir là. il est très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup parlé de sa mentalité aussi. Et à ce Ouais, qui enfin, après, paraît, entre ce qui est vrai et ce que se dit Roten, c'est un peu franchement, pour ça qu'il. Non, c'est vraiment pour ça qu'il était sur le banc à la Gantoise. Parce qu'au début de saison, il était exceptionnel et il y avait un passage où il a vraiment tiré le banc à cause de sa mentalité parce que vraiment il était néfaste au groupe. ouais, mais là il arrive dans un nouveau groupe, un grand club Voilà. historiquement qui a un poids et je pense Ouais. qu'il y a des cadres qui sont autour de C'est lui ça. pour le remettre en place. Quand tu as un Lacazette ou un Matic qui est là pour te recadrer, je pense que tu l'as. Et Lacazette, c'est quelqu'un. par rapport à la Gantoise où t'avais personne. Lacazette, c'est quelqu'un de très objectif. Quand il y avait des problèmes avec Grosso, il a été le premier à le dire. Lui-même, il a limite tiré sur Grosso. Et là, il a vraiment rassuré concernant le cas Orban. Il a dit, il a pu faire des blagues au début qui étaient un peu bizarres. Mais en fait, ils ont appris à le connaître. Et je pense qu'il n'y a pas de doute. En plus, il vient avec Fofana, qui était également la Gantoise. Donc l'intégration, elle n'est pas déjà faite, elle n'est pas finie. Mais je pense que ce n'est pas le problème principal. Ouais, puis tu le vois sur les célébrations de chaque but, il est toujours là à faire le foufou, à sauter sur tout le monde, à être joyeux, tout ça. Sur les vidéos des comptes, pendant les entraînements, tu vois qu'il est pareil, il met une bonne ambiance et tout. Moi, je vois aucun problème pour l'instant avec Orban. Allez, on a fini de débriefer ce petit mercato. Enfin, on n'en a pas fini évidemment, mais on va découler à la deuxième partie qui se porte sur John Textor. Est-ce le vrai début de l'ère Textor à Lyon avec ce mercato? Alors juste pour vous faire un petit topo, le total des dépenses sous l'ère Textor à Lyon s'élève à 95 millions d'euros, ce qui est assez conséquent. Donc 38 millions de dépenses cet hiver, contre 13 millions cet été, mais forcément, comme tu l'as dit, il y avait la DNCG qui était derrière. Et si on
on ajoute les options d'achat qui ont été incluses, c'est-à-dire que s'il lève les options d'achat, on est à 56 millions d'euros dépensés rien que dans ce mercato. Ce qui est quand Et même aussi, assez élevé. faut rajouter ceux achetés par Molenbeek, puis envoyés à Lyon, puis. Oui. Ouais. En plus. Genre Nuama, quoi. Et, Nuama qui vaut 30 millions, mais Molenbeek l'a acheté. Et juste pour refaire le petit bilan, on a Pierre Sage, du coup, qui est là sur le banc depuis un certain nombre de matchs. Là, il est à 8 victoires et 4 défaites en toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il a pris 15 points sur 27 possibles, alors qu'avant Sage, voilà, il y avait une victoire en 13 matchs. Sage, ça fait aussi partie de l'ère Textor, parce que forcément, c'est sous son aile, c'est sous son air, en fait, que Pierre Sage est apparu. Donc voilà, est-ce que c'est le vrai début de l'ère Textor à Lyon? Est-ce que l'effet qu'attendait Jean-Michel Aulas depuis longtemps est arrivé? Moi, ça a vraiment commencé avec depuis la mise en place de la nouvelle direction sportive. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas eu une direction sportive aussi bien structurée à Lyon. On le voit. Et moi, depuis ce moment-là, j'ai commencé à avoir confiance en Textor. Et quand il a su ramener ces hommes qui travaillent vraiment bien, qui connaissent le football, petite pensée pour Vincent Ponceau, entre autres. Et je trouve que là, on a vu à quel point Textor avait quand même un minimum d'ambition qu'on ne pouvait pas forcément voir au début. La DNCG, ça a aidé. Et puis surtout, il avait promis un mercato de fou qu'il n'avait pas pu faire cet été. Là, il l'a fait cet hiver. Il l'a prouvé. Il a tenu sa parole. Et ouais, je pense que le gros point fort de sa prise de fonction, c'est cette mise en place de la nouvelle direction sportive qui va faire énormément de bien sur les prochaines années à l'OL. Axel? Moi, je vais être un petit peu psychorigide sur ce coup, mais pour moi, le vrai début de Textor, c'est en septembre, quoi. Même voire en août, avant les matchs de préparation avec Laurent Blanc. Voilà, c'est un peu là où ça a commencé, même s'il n'a pas pu faire ses transferts. Pour moi, ça commence là. Il y a Laurent Blanc qui a un groupe. Il a à peu près les joueurs qu'il veut, même si il y a toujours eu des problèmes avec les transferts. Il réussit à avoir quand même Paula Okoku ou des joueurs comme ça, même si c'était pas fameux. Je le confirme, c'était pas fameux du tout. Mais voilà, il y avait une vraie demande et il y avait une potentielle future structure. Et du coup, je peux pas dire que le début c'est maintenant parce que même si là les résultats commencent, sinon tout est beau et dans un an, si on fait 10 victoires et que là on est relégué, on peut dire que la saison prochaine c'est le premier départ de Textor à la tête de l'OL. Non, pour moi là c'est vrai, ça a vraiment commencé cette année. Mais bon, je compte pas la fin d'année avec Lyon, le fameux 5-4 contre Montpellier, etc. Je compte vraiment là la première année complète. Donc, pour moi, voilà, faut prendre aussi les choses mauvaises qu'il a fait au niveau des transferts, de la direction, avec Laurent Blanc, avec Grosso, etc. Il ne faut pas que prendre le positif maintenant avec Sage et tous les transferts qu'il y a eu. Après, si je peux te rejoindre aussi, cet été, tu as quand même eu quelques bons joueurs qui sont aujourd'hui des joueurs clés. Je pense à O'Brien, je pense à Clinton Mata. Calais Takar, Hein Les trouvailles, ouais. Calais Takar aussi. Ouais, aussi, qui commence à enfin à faire sa Surtout place. les mecs qui sont arrivés de la Galaxy Eagles, c'est O'Brien et Nuama. Et je Nuama crois aussi que c'est les qui coups prend, de. qui prend quand même une sacrée... C'est ça, donc au final, C'est Textor qui les a ramenés, eux. bien sûr, et au final, là, ça prouve que ça commençait déjà cet été, même s'il y a eu beaucoup de blocages. Moi, je pense que je vais contredire Axel. Martin, il l'a très bien dit avant. Pour moi, l'ère Textor, en fait, elle commence quand toute sa vision qu'il avait au début, ça y est en place. Pour moi, un projet, il commence quand tu l'as fini. Enfin, je veux dire, quand tu imagines une œuvre, elle est complète une fois que tu l'as finie. Et là, c'est exactement ça. Il a mis Friot et Prud'homme. Je pense que c'est le meilleur tandem qui pouvait arriver à l'OL ces derniers temps. Il a un entraîneur qui voulait pas à la base, mais il a vu qu'il y avait des résultats, donc il l'a laissé. Donc ça y est, Textor sur l'entraîneur, il est carré. Le mercato, ils ont fait celui qu'ils voulaient aussi. Pour moi aujourd'hui, il y a tout ce qu'il souhaitait à la base. Et même lui, dans sa communication, on le sent moins perdu, on le sent plus apaisé. Et le fait de le voir comme ça me dit, ça y est, le gars est en place. Il aura mis 10 mois pour le faire. Mais on peut pas demander à un nouveau président de commencer son ère, entre guillemets,
3 mois après son arrivée. Je pense qu'il y a Et eu puis, un surtout, gros temps d'adaptation. Il a fait plein d'erreurs avec la DNCG. Aujourd'hui, il a peut-être compris, donc maintenant ça peut commencer. Surtout en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au début de saison, il y avait encore Olas qui était en place. Hein. Il était président d'honneur. Et qui avait encore des pouvoirs dans la décision, tout ça. Textor moi je pense que le vraiment début de Textor, c'est quand Olas est parti et a laissé sa place et a laissé les pleins pouvoirs à Textor. Je pense que c'est là où il a pu se libérer et vraiment faire ce qu'il voulait mettre en place. Bon, le problème aussi avec Textor, c'est au vu de ses problèmes avec la DNCG et tout ça, aussi avec Laurent Blanc, avec Rosso, il y avait un petit peu tout ça, mais c'est en partie à cause de lui qu'on fait un très mauvais début de saison. Il y a les joueurs, évidemment, on va pas parler des joueurs parce que c'était pas très beau à voir, mais ils ont eu leur part de responsabilité. Il y avait forcément Laurent Blanc, le coaching, mais il y avait aussi du coup Textor derrière avec les recrutements, le management. Donc il y a aussi une part, je comprends ce que tu dis Jordan quand tu dis un projet il commence vraiment quand toutes tes idées sont à peu près abouties, mais ce que je veux dire c'est qu'il nous met un peu dans la merde en début de partie de saison. Oui, mais je comprends quand tu dis oui, mais en soi t'as raison, il y a une ère avant, il y a une ère, mais pour moi c'est pas l'ère Textor, pour moi c'est l'ère de transition si tu veux. Genre l'ère Textor, pour moi vraiment elle commence là. Hein. Et justement, l'ère Textor, comme Jean-Michel Aulas le dit, elle commence peut-être maintenant, au moment où les deux sont apaisés. Et justement, regardez cette interview qu'a donnée Jean-Michel Aulas à... On a la chance d'avoir pu trouver une relation avec John Textor qui est tout à fait apaisée, qui a aussi aidé à faire en sorte que l'ADN lyonnais soit complètement intégré. Il y a l'arrivée de Laurent Prudhomme, qui connaît parfaitement et le football et le sport de haut niveau, qui fait que les choses se passent parfaitement bien aussi avec lui. Et donc on est parti, John et Laurent sont partis avec un certain nombre de nouveaux responsables techniques dans un projet qui est en train de réussir. Je pense que le plus dur est derrière nous. En fait, Aulas, malgré tout, il a plus de poste à l'OL, mais on voit qu'il a encore une influence. Hein. Il était plus au club, mais la situation n'était pas apaisée. Le club allait mal, bizarrement. Évidemment que, en fait, Aulas fait toujours partie de l'OL. Bah oui. Il connaît tout le monde, il connaît chaque coin du club. Il va encore voir les matchs. Et comme on le voit à la fin de chaque victoire, les deux ils se prennent dans les bras. Pour moi, Aulas a toujours une influence et c'est bien. Je pense que même si les deux pouvaient pas se voir, il y a dû avoir des discussions et Aulas a dû donner des conseils. Je pense qu'il voulait peut-être pas faire ça au début, peut-être par ego ou je sais pas quoi. Il voulait pas céder le club. Il était un peu dans le déni. Il y a eu une guerre d'ego entre les deux pendant un long moment. Oui, il y a clairement eu lieu sur place publique. Mais aujourd'hui, je pense que Aulas a compris. Textor, il s'est bien imposé. Et là, pour l'instant, je donne raison à Textor. Et du coup, ça veut dire que, comme le dit Aulas, ce Lyon-là va mieux parce qu'en haut, ça va mieux. Et notamment entre Aulas et Textor. Mais concrètement, c'est le nerf de ce qui se passe depuis plusieurs années même. Avec Martin, on va un peu flex. Il y a un mois, on a eu la chance de rencontrer Laurent Prudhomme et on a parlé avec lui. Mais le gars, de base, on ne demandait pas grand-chose. On avait juste une petite discussion. Mais le gars est tellement avenant. Le gars nous parlait de l'OL, nous parlait des stratégies du club. Comme quoi il fallait se rapprocher de la ville. Il veut vraiment pas créer qu'un truc autour de l'OL. Il veut créer un truc avec Lyon. Et le gars est tellement ouvert d'esprit. Et il a un projet. Il a dit il y a un projet à court et long terme. Évidemment, là, on va pas aller en Champions League dans 5 mois. Et ça, je trouve, c'est un peu les étapes que Bruno Chéroux, Vincent Ponceau voulaient peut-être brûler. Je pense qu'ils pensaient que l'OL était toujours ce grand club. Alors que non, l'OL n'était c'est quelqu'un plus de très intelligent. Très honnêtement, c'est quelqu'un de très intelligent. Très sympa. Mais il sait où il va. Il sait où il va. C'est ça qu'il fallait à l'OL. Alors, je fais juste une parenthèse très rapide, mais du coup, ça rejoint clairement l'OL féminin, Michel Kang qui veut. Même Ponceau, il a l'OL féminin. Des supporters. Oui. C'est un peu ça en fait. Au final... Et il y a un homme qu'on n'a même pas mentionné, c'est Mathieu Louis-Jean aussi, qui fait du bon travail. Alors, qui avait été critiqué par contre cet été, parce que forcément, quand tu prends du recul sur le mercato estival, t'as que 2-3 joueurs qui sont vraiment bien aujourd'hui. Mais je pense qu'il a bricolé avec ce qu'il avait, les contents de DNCG, les envies des joueurs, etc. Il venait d'arriver aussi.
Je pense qu'il a fait du bricolage, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Avec une pierre et un bâton, on lui demandait de jouer l'Europe. C'est pas un magicien. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. On va passer maintenant au côté, on va dire, pratique maintenant de ce mercato, parce que forcément, il va falloir que les joueurs assument sur le terrain. Il y a un maintien à jouer. Et est-ce que justement, ce maintien, après, voilà, après le mi-février, est-ce qu'il est déjà acté selon vous? Martin, je te laisse commencer. C'est dur à dire parce que y a une petite marge par rapport à la zone rouge. Mais quand je vois le niveau que l'OL propose sur ces derniers matchs et le niveau de la Ligue 1 cette année, pour moi oui, parce que les équipes qui sont derrière, c'est naze, c'est catastrophique. Lyon fait une saison ignoble, mais est toujours en vie, arrive à sortir de cette zone rouge. Et quand tu vois des Clermont, des Metz, des Lorient, tu te dis franchement, si Lyon descend avec ça, on ne mérite pas d'être en Ligue 1. Et donc, non, pour moi, Lyon va largement se maintenir. Ils ont atteint. Pierre Sage commence à mettre son jeu en place. On voit la différence par rapport à la première partie de saison. Et il y aura beaucoup plus d'équipes qui vont perdre que ce que l'OL va perdre de matchs. Donc, oui, pour moi, le maintien est assuré. Axel, il me semble que tu n'es pas d'accord là-dessus. Non, pas d'accord, non. Alors, pas d'accord. Faut être relatif. Voilà, quand même, j'ai un cœur lyonnais. Tu dis pas que Lyon va descendre, quoi. Non, voilà, on va pas dire ça. On va pas dire ça comme ça. On va dire plutôt que ça fait des années quand même qu'on fait des résultats quand même moyens, qu'on se fait peur. Début de saison était catastrophique, cataclysmique. On a eu de la chance d'avoir la venue de Pierre Sage. Pour l'instant, il est sur 3 victoires de rang. On s'est quand même pris 3-1 contre le Havre en ayant 2 cartons rouges. Bon, j'avoue que là, il y avait peut-être des circonstances atténuantes. Voilà, on a perdu contre Rennes, même si on a fait un match un peu moyen. Et finalement, Axel, je te rejoins, mais il n'y a que le Havre qui a vraiment été raté par Pierre Sage. C'est-à-dire que tous les autres, même Rennes, en finale, c'est pas raté parce que la seconde période est 10 fois mieux. Il y a Marseille, mais c'était son deuxième match. Après. Il y a Marseille, Lens, on a fait 3-2 aussi, c'est pareil. On avait fait un bon match dans l'ensemble. Après, la mission maintien, le but c'est que ça soit fini maintenant. Là, c'est pas que ça prenne encore des plombes, etc. Là, le but c'est de gagner. Après, le problème c'est que moi, j'ai toujours un doute avec les capacités de l'OL. Voilà, j'adore ce que fait Pierre Sage. Maintenant, moi, j'attends encore plus de confirmation parce que forcément, il y a eu 5 matchs ou 6 matchs avant la trêve de décembre. On a attendu longtemps. Après, là, ça fait quoi? Ça fait 5 matchs, 5-6 matchs. Donc pareil, ça fait pas beaucoup. On va attendre. Là, et en 2024, par exemple, juste pour donner la stat, c'est 5 victoires en 7 matchs. Dont, ouais, donc c'est pas mal. Dont 2 matchs de Coupe de France. Non, je veux dire, il y a 2 défaites dans ces 7 matchs qui, on l'a dit, Rennes et Le Havre. Sinon, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais sinon à part ça, quand même, je suis comblé par Pierre Sage. C'est juste que voilà, je mets une petite réserve. Je veux pas me faire surprendre si jamais on perd encore des matchs débiles comme on a pu perdre contre des petites équipes. Et voilà, j'ai toujours un peu cette pression, mais après là, avec tous les recrues et tout ce que fait Pierre Sage, je suis quand même un petit peu rassuré. Et juste avant d'avoir excuse-moi. Vas-y, Martin. Ouais, quand tu vois, par exemple, juste un exemple rapide, le match de Montpellier de ce week-end. Première partie de saison, tous les jours on le perd, mais facile 2-3-0. Hein. Alors, mais moi je trouve que là, tu as un déclic qu'il y a eu pendant ce mercato et l'équipe a beaucoup changé. Et c'est plus du tout la même mentalité de perdant qu'on avait sur toute la première partie de saison. Là, tu vois que les mecs ont envie, qu'ils ont un truc en plus. Et c'est pour ça qu'il me fait dire qu'ils vont largement se maintenir. Et juste avant d'avoir ton avis, Jordan, on va écouter Pierre Sage qui était en conférence de presse avant le match face à Nice. Il est revenu justement sur cet objectif du maintien, on l'écoute. Une route à 19 pas, on en a fait 6. Donc on a effectivement fait un tiers du chemin qu'on avait à parcourir. Aujourd'hui, on n'a que 3 points d'avance. Tu peux même être européen toute l'année, et descendre à la fin d'une saison aussi dans un scénario catastrophique. Ce qui compte, c'est le résultat final. Et aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas atteint notre objectif, même si on vient de gagner des matchs, et tant mieux, on s'en rapproche, mais on n'est pas venu pour regarder la vitrine de la boutique, on est venu pour rentrer dans la boutique. Donne un petit mot sur cette conférence de presse de Pierre Sage et sur cet objectif du maintien. Lui, Pierre Sage, comme depuis le début, toujours très posé. Et un ton très bas, même si parfois les journalistes essayent de choper des petites exclus, lui il répond objectivement ce qu'il pense.
Quand tu sors de Montpellier et qu'il y a un peu l'euphorie de la victoire à laquelle tu t'y attendais pas trop, lui, il te met un coup de frein, il te dit bah non, on a fait un match nul. Et à chaque fois, il a un discours comme ça. Il préfère d'abord voir les points d'amélioration plutôt que l'euphorie. C'est ça que j'aime beaucoup et c'est ça qui me fait dire que l'OL va se maintenir. Lyon va perdre des points. Ils vont pas gagner tous les matchs, il y aura des nuls, il y aura des défaites. Mais si on avait commencé à le faire quand Lyon était 16e, comparé avec des Bordeaux ou des Saint-Etienne, c'était des clubs, quand ils sont descendus, où en haut c'était cataclysmique, et les joueurs sur la compo, c'était pas l'équipe de Lyon maintenant. Lyon a toutes les armes, franchement, on va tourner en rond, mais je reprends l'argument du début, les équipes derrière c'est mauvais. Si tu gagnes à Metz, tu peux prendre 6-7 points d'avance sur eux, Metz qui est 17e, même pas 18. Franchement, je pense que tout est bon, tout est au vert à Lyon aujourd'hui. S'il y a une déconvenue, le club va pas s'affoler. Vraiment, tous les voyants sont au vert, le club est parti et je pense qu'il va plus regarder derrière. On passe maintenant à la dernière partie de cette émission. Avant le jeu, on l'oublie pas. Hein. Avant le jeu, évidemment, restez jusqu'à la fin. On va parler de la Coupe d'Europe. Alors, la situation de l'OL actuellement. L'OL est 13e, à 3 points, on l'a dit, de Lorient barragiste, mais à 3 points du top 10, ce qui est déjà un bon signe. Ils ne sont pas loin du premier barragiste qui est Lens. Ils sont à 13 points de Lens, qui est donc le premier qualifié pour l'Europe. Quand je disais barragiste, c'était pour une place en Europe. Donc ils sont qu'à 13 points de Lens. Forcément, il reste beaucoup de matchs. À la vitesse où l'OL avance, on se dit que peut-être ça peut être jouable. Et juste avant de vous donner la parole, l'OL est 5e actuellement en Ligue 1 sur la phase retour. Ce qui veut énormément dire par rapport à la dynamique de l'OL. Rennes est premier, il y a le PSG dedans, il y a Brest et il me semble qu'il y a aussi Nice dedans. Donc ça prouve à quel point l'OL est dans une forme étincelante. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent décrocher ne serait-ce qu'une 6e place? Axel, je te laisse la parole. Non. Non, j'y crois pas parce que on a 13 points de retard. C'est ça. J'y crois pas parce qu'on a 13 points de retard. Les 13 points, même si c'est pas beaucoup, que c'est que la deuxième début de partie de saison, pardon. C'est Lens et Lille, il me semble 6 et 5. Exactement. Donc, Lille est 5 et 4e c'est Brest et Lens est 6. Ouais, c'est ça, 6 et 5, ouais. Mais non, franchement, c'est deux équipes qui avancent bien, qui charbonnent bien. Je sais que là, Lens, il me semble, il reste sur 2 défaites d'affilée et Lille 1. Mais quand même, c'est des équipes, tu vois, qui méritent, pour moi, plus que nous, d'aller dans le top 5, top 6. Et donc de mériter et d'avoir une place européenne. Et je sais que nous, si là, on continue sur notre dynamique, ce qui est très bien, ce qui, j'espère, arrivera, on arrivera peut-être 8, 7e. Mais de là, aller chercher Lens et Lille et rattraper les 13 points, sachant le début de saison, la première partie de saison qu'on a fait, je ne suis pas convaincu quand même. Mais déjà, avant de parler d'Europe, est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que l'OL vise le top 10 ? Enfin, peut viser le top 10. Oui, pas de souci sur ça. Hein. Ah, clairement. Okay. Là. Je vais enchaîner. Vas-y, Jordan. Vas-y, Jordan. Désolé, Martin. Pour moi, Lyon et l'Europe en Ligue 1, ça va être très compliqué. Comme l'a dit Axel, devant eux, ça va avancer aussi. Parce que eux aussi, ils ont faim d'Europe. Lyon, je pense, c'est pas l'objectif principal. Si ça passe par la Coupe de France, là, j'y crois plus. Là, je dirais oui. Lyon peut viser l'Europe avec la Coupe de France parce que t'es à 3 matchs de l'Europa League. Hein. Quand même, t'es à 3 victoires de l'Europa League. Bon, c'est plus simple à dire qu'à faire. Mais en Ligue 1, 13 points à 13 journées de la fin, ça me paraît compliqué. Parce que certes, tu vas engranger des points, mais il y a un sacré fossé avec ceux de devant aussi. Hein. Martin ? Ouais, moi je suis totalement d'accord avec Jordan. Si Lyon arrive à faire son retard de 13 points, faut nommer Pierre Sage meilleur entraîneur du siècle. L'OL a pris beaucoup trop de retard sur cette première partie de saison qui va l'empêcher d'aller chercher ces places-là. Comme Axel l'a dit aussi, les équipes là-haut ça bosse bien et ça joue bien. Donc autant je suis très optimiste et très largement par rapport au maintien, autant l'Europe j'y crois pas du tout parce que voilà, l'OL dans cette saison-là ne peut pas aller chercher l'Europe en Ligue 1, il y a trop d'écart. Après en Coupe de France forcément c'est le motif d'espoir, c'est la seule façon pour moi d'accéder à l'Europe pour cette fin de saison.
Et je rajoute un truc, désolé Coco, faut être réaliste, faut pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. C'est pas le même Lyon. Est-ce qu'ils sont armés pour aller en Europe si on était 7ème, oui, mais faut pas viser trop. Tout à l'heure on le disait, Prud'homme l'a dit, il y a des objectifs à court terme, et je pense pas que l'objectif à court terme c'est finir 5ème en février 2024 à Lyon. Bien sûr, c'est pas l'objectif à court casse. terme. Non mais là, je te rejoins complètement, parce que là, je vais nuancer un peu vos propos, mais je te rejoins complètement sur ça. C'est pas l'objectif du tout à court terme. À court terme, Pierre Sage l'a bien dit, c'est le maintien, et ça passe par les 32 points qui s'est fixé pour se maintenir. Maintenant, je pense que très honnêtement, une 6ème place est possible. C'est-à-dire que t'as que 13 points en finale. T'as que 13 points. T'es l'équipe qui impressionne peut-être le plus depuis sur la phase retour. Il y a Rennes. Il y a Rennes évidemment devant, mais tu fais partie des équipes qui impressionnent le plus en Ligue 1 et qui sont sur une dynamique, extraordinaire. Là en face, on parlait de Lille, on parlait de Lens, on peut parler aussi de Marseille qui est prétendant quand même à une place européenne malgré tout. Marseille, ils sont 8e, ils sont sur 5 matchs sans victoire. C'est catastrophique, ils sont dans une crise. Hein. Gattuso l'a clairement dit, ils sont en crise. Ça craint de ouf. Hein. À Marseille, ça va pas du tout. Donc déjà, ça mériterait une émission. Non, mais oui, bien sûr, ça peut être un sujet. Mais déjà, je pense que Lyon pourra finir devant Marseille. Maintenant, devant, tu as Lens, tu as Lille. Lille n'est pas sur une très bonne dynamique en ce moment. Lens, ça va. Brest, 4e. Pour moi, je vous le dis très honnêtement, Brest, ça s'écroule. Ça finira pas la saison, ne serait-ce que sur les 5 premières places. Pour finir, ouais. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, et c'est très honorable, hein, franchement, ils font une saison exceptionnelle. Jusque-là, c'est exceptionnel ce qu'on voit de Brest, qui est habituellement quelqu'un qui lutte pour le maintien. Mais moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que j'aimerais beaucoup voir Lyon vendredi soir contre Nice, parce que ça va pas être la même équipe que les 3 derniers matchs. Je tiens à rappeler quand même que contre Montpellier, on fait quand même une première mi-temps quand même catastrophique, vraiment dégueulasse. Nice qui est dans une mauvaise forme, attention. Ouais, bien sûr en plus, mais la deuxième mi-temps contre Montpellier, elle est vraiment bien par contre. Contre Lille, c'est un bon OL, mais comme tu l'as dit, il me semble au début, c'est un très très mauvais Lille qu'on a vu. Et contre Marseille, c'est à peu près le seul match abouti de bout en bout. Je sais pas, Marseille, c'est la deuxième mi-temps quand même. Et encore, Marseille catastrophique. C'est vrai que c'était quand même pas fou, mais il y a quand même du beaucoup mieux. Et après contre Rennes, on se fait quand même étrier en première mi-temps. Contre le Havre, on n'en parle même pas. C'est mieux. Voilà, donc je mets une petite réserve quand même. Là, si on gagne contre Nice, même s'ils sont en mauvaise passe, ça peut être vraiment très bien. Mais on gagne nos 3 derniers matchs parce qu'on est bon à moitié et que les autres sont mauvais à moitié aussi. Après, moi je vis surtout par rapport au calendrier avec les matchs qui arrivent pour Lyon. Donc là, je l'ai sous les yeux. Lyon affronte Nice donc vendredi soir. Ils vont aller à Metz ensuite. Déjà pour moi contre Nice, je pense que ça va être une victoire parce que Nice n'est vraiment pas au niveau de son début de saison. Enfin voilà, on l'a même vu contre Monaco. Ça va être dur. Quel moment on pensait que Nice allait perdre contre Monaco? Il n'y a pas O'Brien aussi. Hein. Oui, il n'y aura pas O'Brien, mais bon, c'est pas un joueur qui te fait toute une équipe. On n'est pas à Paris. Lyon ensuite affrontera Lens à domicile. Ça va être compliqué, mais comme tu es à domicile, il y a peut-être une chance que ça passe, sachant que le match aller était déjà très serré. Ensuite, et tu as le match de Coupe de France contre Strasbourg qui peut te mettre en confiance aussi. Bien sûr, avec un match entre deux, ouais, exactement, qui peut te mettre en confiance parce que je pense que Strasbourg, ça n'ira pas. Mais il a raison, Martin. En fait, cette année, les matchs de Coupe de France, je suis sûr et certain qu'ils participent au maintien de Lyon. Pour moi, le maintien cette année, j'en étais sûr quand Lyon a battu Lille, alors que c'est un match de Coupe de France. C'est bizarre de dire ça, mais ça te donne tellement de confiance et de certitude que même ça impacte la Ligue 1. Oui, bien sûr, ça impacte forcément. Mais en même temps, Lyon, à ce niveau-là, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste le niveau de Lyon. C'est-à-dire que, oui, ils ont bien joué contre Lille, mais tu vois, ils auraient pu bien jouer contre Lille en Ligue 1 aussi. Tu vois. Oui, c'est pas forcément la Coupe de France. Puis cette année, Lyon peut perdre ou gagner tout le monde en 2024. Oui, ouais, en plus. Après, tu parlais du calendrier, c'est vrai qu'on n'enchaîne pas des très gros matchs. Par contre, il y a un moment où je viens de voir qu'on enchaîne quand même Lens, Paris, Lille, Monaco, Brest. Donc c'est quand même 5 matchs, même si Brest, on va voir. Mais c'est quand même 5 matchs qui sont très très compliqués. Allez, on va passer au jeu de l'émission pour conclure. Alors j'espère que vous avez bien révisé, même si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un jeu. Pas de triche. Hein. Parce que là,
J'ai envie de vous dire, il n'y a que les puristes qui peuvent être bons à Oh ce merde. Ça va être costaud. Vous allez me devoir, parce qu'on rappelle que le thème c'est le mercato, vous allez devoir me donner les 10 recrues les plus chères de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Oh, c'est bon. C'est bon? Ok. Qui Eh ben, commence? Martin, tu commences. Jeffrey Adelaide. Et bah c'est le joueur le plus cher, évidemment. Avec 25 millions d'euros, il est arrivé en 2019 d'Angers. Jordan, Joachim Andersen. c'est le deuxième. Ça, vous faites dans l'ordre pour l'instant. Il est arrivé Troisième. pour 24 millions d'euros en 2019 de la Sampdoria. Mais du coup, ça marche pas. Attends, parce que là, Ah, j'ai bah, une grande discrétion. Mais ça marche pas les options d'achat. Ah non, parce que évidemment, elles sont pas encore levées. Ah, mais du coup, là j'avoue que. Bah, en vrai, j'en ai plein en tête, mais je sais pas s'ils ont été vraiment, vraiment chers, je m'en souviens plus. Parce que Tente. j'allais dire Depay. Non. Il est 7 venu millions de rapide, paille, je crois. Ah, non. 7 millions. Oui, c'était vraiment pas énorme de Ouais, paille. c'est ça, ouais. Il C'est n'est ça. pas dans ce classement. Et un Axel, joker. c'est déjà Non, une j'ai un élimination. joker. Il y a un joker. Il y a- On verra s'il y a Joker si tout le monde perd. Allez, Martin. Lisandro Lopez. Oui, évidemment, bah, c'est le troisième. Bravo. Ok. Porto en 2009 pour 24 millions d'euros. Jordan. Ok. Retour dans le passé, Sonny Anderson. Bien sûr, il est 9e de ce classement avec 19 millions Ouais. d'euros en provenance du Barça en 99. Martin. Thiago Mendes. Ouais, il est Ouais. 5e en provenance de 23. Lille du coup en 2019 pour 22 millions d'euros. Allez, Jordan. Allez, je prends un risque. Romain Fèvre. Alors le risque n'est pas payant. Il est pas dedans, il est pas dans ce top 10. Martin, il faut que tu confirmes. Ouais, je crois que c'est le quatrième, Yoann Gourcuff. Et il est 6e. Il est Ouais, mais 6e. il a révisé le book. Il est très très bon Martin, du coup tu gagnes ce jeu. Putain, Alors, de place. juste pour dire, il est 6e avec 22 millions d'euros. Donc, il venait de Bordeaux à ce moment-là, en 2010. Donc, il vous en reste plein. Mais Martin, voilà, bravo, tu as gagné ce jeu. Tu les as bien humiliés. Moussa Dembélé. Attends, Oui, Ouais. dis-moi. Il y a Moussa Dembélé. Il y a Moussa Dembélé. Il est 7e en provenance du Celtic pour 22 millions d'euros quand même. y a pas Michel Bastos? Bien sûr qu'il y a Michel Bastos. Voilà. Et voilà. C'est quand je perds que j'en Oui. sors. C'est une dinguerie. C'est la pression qui fait ça, on va dire ça. Mais oui, Michel Bastos, il est 10e avec 18 millions d'euros. Donc c'était en 2009. Il y a un défenseur quand il dedans, venait non de Lille. Il y a plus de défenseurs. Il y en avait un, c'était Joachim Andersen. Et là, actuellement, non, il n'y a plus de défenseurs, mais il y a un duo qui a fait très mal. Ah, Guimaraes Paqueta. Bien sûr. Ah, putain, ouais. Oh mais vas-y, non mais on est trop cons là. Et oui, Honte à nous. Honte à nous. Lucas Paqueta, 4e. Donc il venait de l'AC Milan en 2021, du coup, avec 23,44 millions. Et Guimaraes, 8e. Donc il venait de l'Atlético au Brésil pour 20 millions d'euros en 2020. Mon émission est ratée. Bravo aussi. Ah, tu peux partir, Jordan. Ouais, là, c'est humiliant. Bravo, Martin, en tout cas, pour ce jeu. Ouais, ben merci à vous d'avoir Merci. Hein. débattu dans cette émission sur Avec l'Olympique plaisir. Lyonnais. On espère que l'Olympique Lyonnais va se maintenir et pourra peut-être viser l'Europe. On verra ça. En tout cas, on se reverra d'ici la fin de saison pour parler de l'Olympique Lyonnais. Et sur ce, on vous dit à bientôt et passez une bonne soirée.